Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est un jour important pour les marchés avec la publication attendue en début d'après-midi de l'inflation américaine, première estimation pour le mois de décembre, un chiffre qui est attendu encore à la hausse par rapport à la marque du mois de novembre. On attend une inflation à 7%, peut-être plus encore pour l'inflation globale aux États-Unis sur le mois de décembre, et une inflation sous-jacente, là aussi, qui commence à atteindre des niveaux sacrément élevés, entre 5 et 5,5 peut-être pour l'inflation cœur aux États-Unis. Le chiffre sera publié en début d'après-midi. Au-delà du chiffre, il sera très intéressant de regarder évidemment le niveau de surprise que cela crée dans le marché, alors qu'on a déjà quand même des mois et des mois d'accumulation d'inflation supérieure à 5% aux États-Unis, qui justifie donc le pivot de la Réserve fédérale américaine, qui semble s'être encore un peu durci ces dernières semaines. Nous en parlerons dans un instant avec les équipes de PIMCO. C'est Géraldine Sundström, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres dans un instant. Du côté des entreprises, un bilan très intéressant de l'année 2021 pour les constructeurs automobiles allemands qui publient la cartographie de leurs ventes et de leurs succès commerciaux sur l'année 2021. Il faut noter qu'il y a un groupe qui se démarque, c'est le groupe BMW, avec la marque BM, mais les autres marques Mini ou encore Rolls-Royce, qui font de BMW le groupe, le leader incontesté dans le monde du premium aujourd'hui, devant Daimler, et surtout avec un tilt électrique de plus en plus important, puisqu'on voit des progressions spectaculaires pour les gammes électriques ou hybrides de BMW, mais des autres constructeurs allemands également, des progressions à 70% pour l'électrique et l'hybride chez BMW. C'est un nouveau cas d'investissement d'ailleurs, peut-être pour des investisseurs qui étaient réticents à investir dans le secteur automobile en général, et donc BMW s'impose aujourd'hui comme le roi du premium électrique dans le monde. Et puis nous parlerons des grands enjeux et des stratégies sur lesquelles on s'interroge peut-être pour 2022. Nous en parlerons avec le directeur adjoint des gestions d'Amundi, Vincent Mortier, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Des marchés qui prolongent leur rebond aujourd'hui en Europe à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen. Après une brève hausse en ouverture, le CAC réduit peu à peu son avance. Le discours de Jérôme Powell devant le Sénat hier aura permis un peu d'apaisement. Le président de la Fed s'est engagé à lutter contre l'inflation sans endommager l'économie. Démarche qui devrait prendre la forme de hausse de taux et d'une évolution de programme d'achat d'actifs de la Fed et de son bilan. Jérôme Powell n'a pour autant pas signalé d'accélération par rapport à ce qui avait déjà été annoncé en décembre. À noter que ce soir à 20h, la Fed publiera son livre beige. Dans ce contexte et malgré un peu de soulagement, il n'en demeure pas moins que les prix à la consommation de décembre, dont la publication est attendue à 14h30, inquiètent le marché. En attendant, dans la zone euro, on apprend qu'en novembre, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rebondi de 2,3%, soit davantage que la hausse de 0,2% anticipée par le marché. En Asie, la tendance était haussière ce matin à Hong Kong, portée par les valeurs technologiques. Le Hang Seng a atteint des plus hauts de 5 semaines. Le CSI 300 des principales capitalisations des bourses de Shanghai et Shenzhen a progressé de 1% sur fond de ralentissement de la hausse des prix à la production et de ceux à la consommation en Chine. Constat qui conforte les anticipations de nouvelles mesures de soutien pour relancer l'économie. Les contrats futurs sur indice américain évolue en ordre dispersé, et ce après la fin d'une série de 5 baisses d'affilée pour le S&P 500. Le Nasdaq s'est quant à lui adjugé à plus de 1%. OVH Cloud est en nette progression en ligne avec ses objectifs. Le spécialiste français du cloud computing a vu ses revenus croître de 13,5% en données publiées à près de 190 millions d'euros entre octobre et novembre 2021. Une belle hausse pour Excel aussi du fait d'une activité commerciale plus soutenue qu'attendue au 4e trimestre et de ses efforts pour maîtriser les coûts. Le distributeur de matériel électrique affirme avoir
avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2021. La croissance des ventes à jour devrait avoir atteint 15,3% l'an dernier, contre une prévision comprise entre 12% et 15%. Et la marge d'EBITDA ajustée devrait s'établir à 6,2% contre une prévision de 5,7%. Du vert aussi pour ArcelorMittal dans le sillage des cours du minerai de fer, alors que des pluies diluviennes au Brésil ont interrompu la production des mines du pays, et notamment de celle du numéro 2 mondial Vale. De son côté, Eramet grimpe tiré par la hausse des cours du nickel. Et puis, on relève que le secteur du luxe connaît des prises de bénéfices. LVMH et Kering reculent. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et commençons cette émission avec les vues de PIMCO sur la situation de marché actuelle et les enjeux, notamment du côté de la politique monétaire américaine. C'est Géraldine Sundström qui nous rejoint en visioconférence depuis Londres, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du degré de hawkishness de la Réserve fédérale américaine atteint en ce début d'année 2022, puisque le marché était assez tranquille en fin d'année dernière avec l'idée d'un tapering accéléré, de quelques hausses de taux au cours de cette année 2022. Il faut désormais intégrer, et c'est peut-être une hypothèse centrale désormais, la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine qui pourrait commencer dès cette année. Est-ce que c'est une situation qui mérite une vigilance importante, et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette évolution de la communication de la Fed chez PIMCO, Géraldine? Bonjour Grégoire. Je pense que ce qui se passe en fait, c'est qu'on est comme un pendule. On est passé l'année dernière d'un moment où l'inflation était soi-disant temporaire, transitoire, et puis maintenant on va dire qu'il y a une plus grande excitation vis-à-vis de l'inflation, et puis les marchés, les banques centrales, tout le monde se met à remonter sur son cheval et à penser en beaucoup de hausses de taux. Donc maintenant les marchés ont pricé déjà quasiment 4 hausses de taux aux États-Unis pour le 2022, une réduction du bilan de la Banque centrale américaine. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que toutes les banques centrales dans le monde entier, tout en même temps, sont en train de monter les taux de manière plus ou moins agressive, et de manière très agressive, notamment en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique latine. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que effectivement, l'inflation au premier trimestre 2022 risque d'être encore assez élevée dans la plupart des pays, et notamment aux États-Unis. Et puis après ça, on devrait voir un dégonflement relativement lent, mais qui devrait s'accélérer en fin d'année. Donc quelque part, eh bien, on va dire que le chronomètre ou l'horloge joue pour nous, sachant qu'au fur et à mesure du temps, la situation devrait se détendre, et que les marchés aussi devraient se calmer un petit peu en vue de tout ça, puisque je pense qu'il serait difficile de pricer encore plus de hausses de taux et une politique plus agressive de la Fed. Donc on a atteint probablement le peak hawkishness. Très intéressant. Quand vous dites les marchés vont se calmer un petit peu par rapport à cette situation et cet excès, peut-être cette exacerbation de durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement, en termes de tendance, Géraldine? Parce qu'on voit quand même un début d'année où les choses bougent déjà très très vite, avec un tilt value qui regagne en traction dans le marché. On voit des écarts, des plus 10, moins 10 déjà importants sur des secteurs value versus des secteurs croissance qualité. Est-ce que ça, pour vous, ça reste du bruit, ou est-ce qu'il y a quand même une tendance à creuser derrière ces histoires de début d'année sur les marchés actions? Nous, notre stratégie, c'est de se dire qu'en 2022 et puis dans les années qui vont suivre, la croissance qui a été en plein boom pendant 2021 va ralentir. Et que trouver de la croissance pérenne deviendra de plus en plus difficile. Et il va falloir vraiment faire un travail de bottoms-up pour trouver ces secteurs qui vont avoir de la croissance, qui vont avoir du support de la part des résidus de politique fiscale, de la régulation. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas du tout oublier la croissance séculaire et la qualité. On arrive dans une logique de milieu à fin de cycle.
puisque les marchés ont évolué très vite après la pandémie et que nous, ce que l'on fait, eh bien, c'est de se focaliser sur ces deux tendances, croissance séculaire, d'autant plus que pas mal de valeurs ont énormément corrigé en ce début d'année, et puis aussi, petit à petit, augmenter la qualité dans les portefeuilles, puisqu'il est très bien connu qu'à partir de la milieu de cycle, le value en général a beaucoup plus de mal à performer. Oui, donc vous ne voyez pas une tendance value s'installer. C'est vrai que déjà, on a eu un épiphénomène value quand même au cours de l'année 2021, entre l'arrivée des vaccins fin 2020 et puis le trade reflationniste qui a été très fort pendant quelques mois en 2021. Mais pour vous, il n'y a pas une histoire séculaire, justement, derrière des secteurs value aujourd'hui, type financière, type banque financière ou énergie également, Géraldine? On regarde tellement vraiment la disruption et les choses qui vont être la tendance de ce nouveau cycle économique. Et ce que l'on voit effectivement, c'est que la plupart des secteurs qui sont dans la value ont vraiment des obstacles, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur bancaire traditionnel. Donc, on va dire que l'environnement ne sera pas forcément très positif pour eux dans les années à venir, et qu'au-delà du reopening, au-delà de la réouverture de l'économie et de ce boom, eh bien ensuite les problèmes risquent d'arriver. Pour l'énergie, eh bien il va falloir faire une transition qui va coûter très très cher. Il va y avoir des actifs au bilan qu'il va falloir mettre à zéro. Au niveau des banques, on est bien au courant de la pression sur les frais bancaires. Il y a toute cette augmentation des monnaies digitales qui sont aussi potentiellement des problèmes pour le secteur bancaire traditionnel. Donc, on préfère regarder sur les créneaux beaucoup plus porteurs, comme les semi-conducteurs, comme les énergies renouvelables, comme les véhicules électriques, l'automatisation, la robotique, la digitalisation, qui, à notre avis, sont des secteurs qui vont avoir des taux de croissance à double chiffre pendant les 5 à 10 prochaines années, donc beaucoup plus attractifs. Ne pas perdre le cap stratégique au cours de cette année 2022 qui a déjà commencé avec beaucoup de mouvements et beaucoup de bruit sur les marchés. Merci beaucoup Géraldine. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage de marché en visioconférence depuis Londres. Géraldine Sundström, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Et je le disais, poursuivons cette discussion de marché avec une vision stratégique également pour 2022. Et c'est Vincent Mortier qui est à mes côtés en plateau, le directeur adjoint des gestions d'Amundi. Vincent Mortier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, dans un monde vulnérable, incertain, complexe, ambigu, oui, comme on dit. Quels sont les points d'ancrage qu'on a déjà sur le scénario macro là, pour 2022 et au-delà, hein, si on est dans une nouvelle histoire du point de vue macroéconomique, et où est-ce que vous mettez les points de vigilance, là où on pourrait retrouver des risques de surprise peut-être par rapport à un scénario central? Alors effectivement, par rapport à une actualité qui, comme on le voit jour après jour, est bouillonnante, il faut un peu planter le décor. Et donc chez Amundi, on a un scénario assez clair de décélération de la croissance, comme Géraldine l'a dit, en 2022 et en 2023, si bien qu'en 2023, dans les pays développés, on retournerait vers le potentiel long terme, qui est par exemple moins de 2% aux États-Unis. C'est quand même un gros changement par rapport à la situation actuelle. Et donc une croissance qui décélère dans les pays développés, qui se maintient, voire qui accélère un peu dans les pays émergents. Et donc les pays émergents repasseraient devant les pays développés. Une inflation qui continuera à surprendre un peu à la hausse, pour plein de raisons. Alors il faudrait une émission entière pour les détailler. Mais des raisons de plus en plus structurelles. Exactement. Liées à la transition énergétique, liées à des disruptions qui sont vraiment de long terme hein, dans le système, aux hausses de salaire, à la pression des prix de l'immobilier. Et donc, l'inflation devrait continuer à être quand même au-dessus des cibles des banques centrales, notamment aux États-Unis, en Allemagne et dans une moindre mesure en France. Donc, moins de croissance, mais quand même pas de récession, mais moins de croissance. Une inflation qui reste assez ferme, dans un contexte où les marchés financiers sont quand même objectivement hauts, voire chers. Ceci est cohérent avec, d'ailleurs, j'ai en parler aussi, le doublement quand même par rapport à la situation pré-crise hein, du bilan des banques centrales.
Fed et BCE, doublement. Hein. Oui, La masse monétaire M2 aux États-Unis a fait plus de 50%. Et les marchés actions, par rapport au point bas de mars 2020, ont fait x2. Bon, donc il y a de l'argent dans le système, beaucoup d'argent. Et c'était assez concentré sur certaines valeurs. On prend les 5 premières méga-caps américaines, c'est la moitié de la hausse du marché l'année dernière. Sur des noms très spéculatifs, on a bien vu la gamification, des noms pas très profitables ou avec des business models questionnables. Je ne parle même pas des cryptocurrencies, qui sont aussi un phénomène intéressant. Bon, donc on a un point de départ où les nuages commencent à s'accumuler et il y a quand même toujours beaucoup d'argent et donc il y a des risques qui commencent à arriver. Donc nous on voit 4 risques. Hein. Ouais. Alors il y en a plein, mais 4 principaux qu'il faut surveiller de notre point de vue. Bon, le premier, je le cite quand même, c'est le virus. On a tendance à l'oublier, mais donc Omicron est quand même plutôt une bonne nouvelle, alors, sauf pour les personnes évidemment hospitalisées, mais c'est peut-être l'occasion que la pandémie devienne une épidémie. Ça devient une hypothèse de plus en plus centrale, de plus en plus fiable à ce stade, Vincent. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau variant, évidemment, une mutation. Mais si on reste sur ce qu'on connaît, en fait, Omicron est une très bonne nouvelle pour l'économie, finalement. Et encore une fois, évidemment, je suis désolé pour ceux qui sont hospitalisés, mais néanmoins, ça permet d'avoir une immunité collective et une banalisation du virus. Deuxième risque, et Géraldine en parlait, c'est que vont faire les banques centrales, et notamment la Fed, face à une situation assez peu évidente. Moins de croissance, l'inflation. À un moment où les États, les entreprises ont peut-être moins de capacité à absorber des taux réels, des taux d'intérêt réels positifs. Donc le chemin est étroit. Et on voit bien que ce que feront les banques centrales, notamment la Fed et la BCE qui va être sous pression, c'est un driver important des marchés à venir. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et je n'aimerais pas être à la place de personne, de je crois. Mais vous dites il faut être objectif et pragmatique. Le risque d'erreur de politique monétaire a peut-être jamais été aussi élevé depuis plusieurs années. Il a beaucoup augmenté. Bon, troisième, on n'en parle pas suffisamment de mon point de vue, le risque géopolitique. Donc, le Kazakhstan avec la production d'uranium. L'Ukraine, on verra ce qui se passe, mais il y a une petite tension russo-américaine. La mer de Chine et les relations États-Unis-Chine ne sont pas du tout au beau fixe et ne s'améliorent pas. Donc ça, il faut quand même garder à l'esprit. Puis on a des élections. L'élection en France, potentiellement en Italie. Ça dépend si Mario Draghi accepte de devenir président. Donc là, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc, et quatrième, il faudra que la Chine démontre qu'elle sait gérer dans la durée le dégonflement de son secteur immobilier et la normalisation, qui a été le miracle de croissance chinois a été beaucoup tiré aussi par l'immobilier. Donc là, il y a un défi assez immense pour les autorités au-delà d'Evergrande, qui a été géré de manière correcte, de gérer tout le reste avec des répercussions potentielles très importantes. C'est intéressant parce qu'évidemment, les émergents et donc la Chine, tout le monde en parle en ce début d'année. On en parle parce qu'on regarde les valorisations, les écarts de valorisation entre ces marchés émergents, ces marchés développés. On regarde spécifiquement la Chine, évidemment, qui est quand même incontournable dans la pièce quand on est investisseur globaux sur les marchés. Est-ce que vous laissez entendre, Vincent, que oui, la Chine a la capacité de gérer correctement son ajustement sur le plan réglementaire, sur le plan de la qualité de sa croissance, et que ça mérite pour l'investisseur global peut-être de regarder et d'agir peut-être derrière pour réinvestir ces marchés? Vous avez raison, là. Parler de marchés émergents ne fait plus de sens aujourd'hui. Il y a des marchés émergents. La Chine est en soi un cas à part entière. D'ailleurs, pour nous, maintenant, c'est un silo d'investissement. C'est une allocation en tant que telle. Ça n'est plus mêlé dans les marchés émergents. Et effectivement, pour nous, la Chine aujourd'hui est un cas qui est redevenu intéressant pour deux grandes raisons principales. La première, c'est qu'à la différence des pays développés, la Chine a été orthodoxe pendant la crise. Le bilan de la Banque populaire de Chine n'a pas augmenté pendant la crise. Les taux d'intérêt réels sont positifs, assez largement en Chine. Et donc, la Banque de Chine a des réserves pour gérer un ralentissement. Elle a commencé à le faire. Et donc, il y a une crédibilité
forte des autorités économiques et monétaires chinoises pour pouvoir soutenir l'économie lorsque de besoin, et il n'y a pas d'excès créé comme on a pu le voir dans d'autres pays, notamment dans les pays développés. Mais ça, c'est la ligne rouge. La crédibilité, vous dites, de la Banque centrale et derrière de la monnaie, du yuan. Exactement. Alors, dans l'idée de l'internationalisation de cette monnaie, c'est le truc que la Chine ne veut pas casser. C'est un objectif stratégique. Ouais. Le yuan doit devenir une monnaie de référence en Asie d'abord, dans les échanges, en crypto, parce qu'ils sont très avancés sur les crypto-yuan. Ils l'ont lancé il y a 1 an déjà. Et également, à terme, une monnaie de référence de réserve. Quand on dit crypto, c'est yuan, c'est ça. Absolument, oui. C'est une monnaie de banque centrale. Parce qu'il on est d'accord. Il y a certains puristes qui vont prendre peur. Sinon. Mais non, mais c'est. Et donc ça, il y a un objectif stratégique clair, qui est fondamental pour les Chinois. C'est pour ça qu'ils ne vont pas refermer leur système. La deuxième raison qui nous rend optimistes, c'est que l'année dernière, il y a eu un choc réglementaire extrêmement fort et en partie non prévu, qui s'est notamment via le programme qu'on appelle Prospérité commune, donc qui a fait très mal, plus des exemples symboliques, pour rappeler quand même que le chef, c'est le parti. Et c'est pas le PDG d'une entreprise. Voilà, exactement. Bon, quand on lit la littérature locale, dans le texte ou traduite, on s'aperçoit que tout ce qui a été annoncé a été réalisé. Il n'y a pas grand-chose de résiduel de notre point de vue. Donc les mauvaises nouvelles sont dans les cours. Et je dirais même qu'il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prime de risque. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais vous savez, la Chine, c'est tellement imprévisible, on ne comprend rien. Donc, on préfère ne pas investir. Et donc, du coup, il y a une prime de risque qui s'établit, qui va se résorber. Et comme on est plutôt constructif sur la croissance chinoise, sur les équilibres macroéconomiques, sur la devise, qui va à minima se stabiliser, voire graduellement s'apprécier, investir aujourd'hui en Chine n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Alors il y a ceux, comme vous l'avez dit, Vincent, qui considèrent que la Chine n'est plus investissable pour des questions politiques, de gouvernance, ou en tout cas que ça mérite une prime de risque, comme des marchés russes, turcs ou autres. Et puis il y a ceux quand même qui s'intéressent à l'investissement en Chine. La question étant, comment est-ce qu'on investit ou qu'on réinvestit en Chine aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2021, quand on a vu qu'on pouvait, en 24 heures, tirer un trait sur toutes des lignes de business majeures dans plein de secteurs d'activité. C'est quoi le guide aujourd'hui d'un investisseur en Chine ? Alors, déjà, c'est très diversifié. Et éviter d'aller uniquement sur les edge shares de Hong Kong ou sur les méga names, les méga caps, qu'on connaît tous, qui sont très symboliques finalement. Donc le marché A-shares, qui est le marché domestique, offre énormément d'opportunités intéressantes dans plein de secteurs qui sont en fait de l'économie domestique, qui ne sont pas touchés par les programmes Prospérité commune. Et il y a aussi beaucoup de segments innovants. Pas que dans la transition énergétique d'ailleurs, dans énormément de sujets. Les Chinois investissent énormément en recherche et développement. D'ailleurs, les Chinois ont plus investi en R&D l'année dernière que les Américains, en dollars. Ce qui est la première fois. Au global, l'effort de R&D national en Chine a été supérieur à l'effort privé-public, j'imagine. Oui. Donc c'est quand même notable, et c'est une croissance très forte, et ça se répercute sur des entreprises. Ils ont beaucoup de licornes en fait, qui sont investissables. Alors, de l'étranger, sur le H-Shares, on ne les voit pas, mais dans le A-Shares, donc via des fonds A-Shares, vous pouvez avoir accès de manière très diversifiée. Et en complément, donc ça c'est pour la partie action, donc éviter un peu les noms très symboliques, très sujets au courroux, et aller plutôt dans les... alors mid-cap en Chine, c'est quand même plutôt des large cap. Oui. Mais qui offrent de la valeur, de la visibilité, et qui ne sont pas chers finalement. Et après, sur le marché du crédit et des taux, là, on est quand même sur des taux d'intérêt réels positifs, avec une perspective de baisse de taux plutôt que de hausse de taux de la Banque centrale. Donc ça conduira à une appréciation des obligations. Et le risque de crédit est déjà très bien intégré dans les cours. Et si vous êtes très courageux, vous pouvez acheter des obligations émises par des développeurs immobiliers.
qui sont pas chers. Qui traite à plus grand chose. Qui traitent à 20, 30, 40%. Donc du pair. Donc là, il faut être courageux. Oui, bien la sûr. volatilité. Ouais. Mais dans une approche bien diversifiée, le risk-reward, de mon point de vue, est quand même intéressant sur la Chine. Et vous dites 2022 sera une année où le marché, les investisseurs vont... Enfin, l'argent va revenir d'une certaine manière dans ces actifs chinois. Nous, on est très présents en Chine. Mais oui, bien sûr. Mais stratégiquement, c'est votre... première centre de profit dans les prochaines années chez Amundi. Donc voilà, on a 2 Asie, Chine, dont une majoritaire. Bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les autorités locales, stratégiquement, ont affiché comme objectif, mais long terme, de détourner l'épargne des comptes courants ou des comptes sur livret ou des comptes à terme vers les actions, vers les obligations. Pour diversifier les risques, pour éviter aussi que les banques aient trop de liquidités dont elles ne savent que faire. Et nous, donc on voit une demande arriver de plus en plus qui va soutenir les cours, en fait. Bien sûr. Parce que le gros de la demande aujourd'hui d'actifs chinois, il est domestique, en fait. Il est sûrement pas américain. Non. Et il n'est pas encore européen. Ouais. Il est quand même domestique. Et le bassin d'épargne en Chine est colossal. Ouais. Donc oui, on a lancé notre JV avec Bank of China sur le Wealth Management il y a 1 an pile. En 1 an, sur des produits moyen terme, multi-assets, c'est-à-dire fixed income, obligations et actions, on a collecté 10 milliards d'euros. Non, mais on entend zéro. Hein. Oui. Bon. Et on voit bien l'intérêt. Ça monte la cadence, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est là que ça se passe, et ça va être un soutien aussi au marché. Bien sûr. Parce que c'est l'intérêt des autorités aussi que s'ils poussent les Chinois à investir en bourse, de plus en plus, pour leur retraite notamment, il faut que les cours se tiennent. Parce que sinon, ça va provoquer des petits problèmes sociaux. Très intéressant sur la Chine, effectivement. Donc, une conviction forte pour 2022 chez Amundi. Vincent, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas, pour conclure sur d'autres aspects d'une stratégie d'investissement en dehors de la Chine. Je pense, déjà, il faut être raisonnable cette année. C'est-à-dire que je pense qu'une gestion diversifiée, si elle arrive à couvrir l'inflation, c'est déjà bien. Il ne faut pas penser que chaque année, on va avoir des hausses. On est quand même sur des valorisations élevées. Donc, grande diversification, comme disait Géraldine, la qualité. On aime bien tout ce qui est aux dividendes. Un certain nombre de pays émergents, mais pas tous. Et n'oubliez pas l'ESG, mais pas l'ESG bête et méchant où on exclut, l'ESG où on va accompagner ce qu'on appelle une approche best in class, c'est-à-dire identifier et accompagner dans un secteur donné les entreprises qui sont les mieux disantes ou qui se transforment. Et là, il y aura une prime. Donc nous, on n'est pas du tout pour exclure des secteurs. Je comprends. Mais plus créer de la valeur en identifiant les entreprises qui, justement, vont arriver à se transformer en logique d'accompagnement plutôt que d'exclusion. Et ça se traduit par des performances financières et boursières supérieures, en fait, dans la durée. Merci beaucoup Vincent Mortier. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces enjeux et de cette stratégie 2022 que vous développez chez Amundi. Vincent Mortier qui était à mes côtés en plateau, le directeur adjoint des gestions d'Amundi, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.